Ces excursions leur permettaient, malgré les touristes, de s'approcher de l'imposante montagne d'une autre façon que par de simples et sympathiques balades alentour. Roland et Nine repérèrent aussi une maison d'édition, les éditions Guérin, qui publiait de magnifiques livres rouges. L'éditeur, spécialiste de la haute montagne, tenait une librairie sur la rive gauche de la rivière, à 2 pas des vieux moulins dont les machineries complexes jalonnaient les bords de l'Arve. Ils y achetèrent un superbe gros livre écarlate sur l'histoire de Chamonix, empli de belles et touchantes gravures du temps passé. Les journées étaient telles de douceur et de sourire dont Nine avait conscience, tout comme son amie, Gabrielle, dont la sensibilité était fine et bienveillante. Le soir, une fois de retour du restaurant, Marc proposait que l'on prenne un petit tilleul ensemble avant que chacun des 2 groupes ne rejoigne son appartement pour la nuit. On approuvait bien sûr avec enthousiasme. On se dirigeait chez Roland et Nine, qui disposaient des infusions nécessaires. Marc était sympathique, il exprimait une belle humeur alors qu'il avait joué de temps à autre le rôle du perturbateur de service. Il envoyait un signal favorable. Nine ne pouvait à l'évidence qu'en éprouver du contentement. Quoique, à cette heure-là, si elle était tout à fait honnête avec elle-même, après cette journée organisée en fonction du mode de vie des jeunes, à savoir structurée par des excursions qu'elle n'aurait pas spontanément entreprises, suivies par un dîner où elle avait eu le sentiment qu'elle avait été plus que les autres préoccupée par l'animation de la conversation. Après cette journée, donc, au moment où il quittait le restaurant, il lui semblait qu'elle avait correctement assuré sa partition, qui, tout compte fait, s'était révélée en tout point satisfaisante. Elle avait dès lors le sentiment qu'il n'aurait pas été incongru à cet instant-là de se souhaiter très obligeamment une bonne nuit, tout en rappelant l'agréable perspective de se retrouver le lendemain avec un évident plaisir. Le tilleul du soir était très légèrement superflu au goût de Nine. Roland croyait entendre sa femme penser, quand Marc posait sa question d'après-dîner. Il n'était pas loin d'éprouver au fond un sentiment identique. Que chacun retrouve son lit ne lui aurait pas plus qu'à Nine, semblé une idée saugrenue. Mais tous deux, qui n'échangeaient, cela va sans dire, aucune parole sur le moment, s'accordaient à penser qu'ils étaient également touchés par leur grand-fils, qui manifestait le désir du tilleul du soir. Ils s'empressaient de s'installer tous les 5 dans le petit appartement au premier étage de la résidence. L'eau était mise à bouillir dans une belle et douce ambiance. L'une des entrées royales de la ville. Nine poursuivait son récit de leur séjour savoyard, entrepris quelques jours avant Noël. Plus qu'un récit, elle établissait en réalité une sorte de bilan sur sa vie. Arrivée à ce point de son texte, à l'épisode du tilleul pris en famille avant la nuit, elle revenait un lundi soir de son cours de scénario. Et une question s'était précisée concernant l'amour qu'elle éprouvait pour son fils aîné. Comment aimait-on un enfant qui n'habitait plus à la maison? Il était plus de 22 heures. Février touchait à sa fin. Elle passait en trottinette devant les fenêtres du dernier étage de l'appartement où vivaient Marc et Delphine. Elle perçut alors le désir qui émergeait au fond de son cœur d'approfondir cette interrogation. Elle avait traversé Paris en métro depuis la porte de Saint-Cloud. Le cours organisé par la mairie de Paris
commençait à 18h30. Il durait 3 heures. Nin avait ajouté depuis le mois de novembre cette activité du lundi à l'ensemble de celles qui structuraient son année scolaire déjà bien remplie. On a cité plus haut l'atelier hebdomadaire du jeudi et le café lecture mensuel du vendredi, 2 rendez-vous dont elle était à l'origine. Claude, un homme aimable et courtois qui organisait un autre café lecture mensuel également, assistait le dernier vendredi de chaque mois, place Saint-Sulpice, aux séances lecture organisées par Nine. Elle-même lui rendait la politesse en participant à la réunion qui l'animait, dont la teneur était plus spécifiquement poétique. Nine voyait sa plus jeune sœur en début de vacances scolaires. Roland et elle dînaient régulièrement au restaurant avec Christopher et Annette qui, seuls avec Nine une vingtaine de minutes avant le repas, en profitaient pour commenter ses derniers textes. Grégoire, le plus ancien ami d'études de Nine qu'elle avait connu en classe préparatoire, rejoignait également Roland et Nine lorsqu'elle avait mis le point final à l'un de ses romans. Un petit dîner était alors organisé, boulevard de Tessier. Didier, le compagnon de Grégoire, était convié. Grégoire prenait le temps de commenter le livre de Nine, pendant que Roland et Didier, qui travaillaient tous deux chez Réseau Télécom, demeuraient ensemble, se livrant à des confidences complices sur leur entreprise commune. Le soir et le week-end, la vie de famille ainsi que le rangement occupait Nine. Être ensemble avec Roland en fin de semaine au restaurant et là réussir à avoir autour d'une table de vraies conversations avec lui était vital. Être bien tous les deux en semaine, le soir, après dîner, avait la même importance. Ils regardaient des films choisis par Nine. Simon leur avait offert une série Hitchcock lors du dernier Noël, non pas des films du grand metteur en scène, mais des téléfilms en noir et blanc, écrits et réalisés à la Hitchcock et présentés par le grand maître S Cinéma lors d'émissions hebdomadaires de la télévision américaine des années 50. La qualité des épisodes était toujours la même. Cette constance est l'une des caractéristiques des séries et contribue à leur facilité d'accès. Elles ont un côté pratique lorsqu'on éprouve une certaine paresse intellectuelle. Ils regardaient parfois un film plus exigeant, ils avaient justement découvert l'un d'entre eux. En cette fin de mois de février, quelques jours avant ce cours de scénario dont Nine revenait un lundi soir. Avant ce film, ils avaient vu la veille un épisode façon Hitchcock, qui s'était révélé conforme à leurs attentes. Il avait duré les 50 minutes réglementaires, y compris les génériques de début et de fin, l'intrigue brève, et par conséquent point trop compliqué n'avaient pas démesurément sollicité leur matière grise, pas plus que leurs émotions du moment. Le divertissement était de facture élégante et délicieusement rétro. Roland et Nine apprécièrent le lendemain le contraste avec Les Innocentes de Anne Fontaine, un tout autre genre de film. L'histoire, qui se passait en Pologne sous la neige en 1945, était empreinte de la spiritualité d'un couvent. Elle campait un magnifique personnage de femme médecin, fort et rare, beau, cinématographique, romanesque et romantique, qui sauvait de pauvres nonnes mises enceintes par les terribles agressions de violeurs russes dans leur couvent. Mathilde soutenait les femmes. De nombreux nouveau-nés ne trouvaient pas à être adoptés. Ils restaient dans l'institution qui, afin de dissimuler l'origine de leur naissance, ouvrait ses portes à d'autres enfants en détresse. Nine avait enrichi sa vie, déjà amplement occupée, avec le cours de scénario. Ce type d'écriture faisait appel à l'imagination. Il lui était un exercice difficile puisqu'elle circonscrivait ses récits à sa propre vie en essayant d'y inclure les infimes frémissements intérieurs qui la traversaient. La plupart des participants au groupe du lundi avaient moins de 30 ans. Ils avaient l'âge de ses propres enfants, alors que ses amis, pour la majorité d'entre eux, étaient des retraités, jeunes ou moins jeunes. Nine ne manquait pas une séance.
Elle s'y rendait chaque lundi. Elle découvrait un environnement qui ne lui était pas familier. Les jeunes, présents autour d'elle, exerçaient des métiers créatifs. Ils travaillaient dans des agences de publicité ou de communication. L'un était sculpteur, un autre était un nez, employé chez un parfumeur. Ils étaient charmants et courtois, de parfaits produits de l'élite de l'université française. Nine était ponctuelle et assidue, elle avait réglé l'inscription pour toute l'année et s'était engagée moralement à suivre la formation complète. Tes livres ne sont pas mal, lui disait Roland quand elle lui demandait son avis. Pas mal. Mais vois-tu, comparé par exemple avec une préparation culinaire, dans tes livres, il y a le plat principal, c'est bien, il y a de la matière, de la consistance, l'essentiel est fait. Mais vois-tu, avec le plat principal, il manque la sauce, le liant, un scénario en fait, une intrigue, pour le suspense, pour que le lecteur ait envie de continuer, pour qu'il soit curieux. Roland l'avait incité à participer aux séances du lundi. Nine n'aurait jamais, sans son insistance, entamé cette démarche. Elle s'était trouvée ennuyée et inquiète au début, quand elle avait pris connaissance des consignes d'écriture de l'animatrice. Elle n'explorait habituellement par ses écrits que la vérité, ou plutôt sa vérité, chacun ne pouvant bien sûr considérer le monde qu'à l'aune de sa propre sensibilité. Elle n'avait pas envie d'inventer des intrigues qui, dans tous les cas, lui auraient semblé chétivement superficielles et inintéressantes. Elle n'avait de toute façon aucune idée. Alors, étant passionnée par les romans qu'elle lit les uns après les autres, qui, à leur façon, emplissent la vie, qui lui procure une sorte d'existence parallèle en marge de la sienne propre. Cette vie parallèle est constituée par son livre de chevet en cours. Elle en a toujours un qu'elle reprend dès qu'elle a un moment. Quand il est terminé ou abandonné, elle parvient normalement à en choisir un autre. Elle serait malheureuse dans le cas contraire. Alors, elle prit le parti dans ces conditions le lundi soir de contourner la difficulté en trichant d'une certaine façon. Elle n'avait pas d'autre solution. Elle devait faire les exercices pratiques, utiliser les techniques de scénario et respecter les étapes qui le composent. La première était celle de la présentation des personnages et de leur environnement. Intégrer des procédés de flashback était à ce niveau fortement préconisé. Intervenait ensuite la définition d'un objectif visé par le protagoniste. Cette étape-ci constituait le cœur même du scénario. Des dispositifs de prépaiement étaient requis en n'omettant pas de les présenter sous couvert d'effets dramatiques ou ironiques selon le cas. Nin avait choisi la voie du détour par l'imagination d'un autre. Elle réfléchissait au livre qui l'accompagnait à ce moment-là, elle le circonscrivait, elle le visitait comme elle aurait réexploré dans une maison connue les chambres et les couloirs, les antichambres et la lingerie, les recoins, le grenier et les placards, afin d'y puiser les éléments requis. Elle avait le sentiment alors d'être une sorte d'adaptatrice. Enfreignait-elle vraiment les règles du jeu? Les scénaristes étaient nombreux qui s'inspiraient de romans existants. Leur démarche était peut-être plus humble que celle des scénaristes autonomes, mais servir les idées des autres, lorsqu'on en manque soi-même et que l'on nourrit un sincère enthousiasme pour le roman en question, est sans doute tout aussi légitime que de puiser en soi-même la matière de l'œuvre. Elle avait tout d'abord utilisé 2 romans de Barbara Pym. Le groupe, peut-être étonné, avait entendu les péripéties sentimentales d'une femme d'une soixantaine d'années, courtisée par un homme de son âge, ainsi que par son neveu, bien évidemment plus jeune qu'elle. Les participants avaient également découvert, inspiré du même auteur, mais dans l'ignorance de cette source, l'histoire d'un enseignant d'université spécialiste de la poésie victorienne, intensément admiré par l'une de ses étudiantes. Cet homme était marié et il croyait être amoureux de la jeune fille qui, pour sa part, lui avait spontanément exprimé ses sentiments enflammés. Le beau professeur, bien qu'assez velléitaire, finirait par se lancer dans la grande aventure de l'amour romantique. Il quitterait le domicile conjugal pour partager sa vie avec la jolie Barbara Bird. Nin désignait autrement la jeune fille. Elle prenait soin de modifier le nom des protagonistes. Mais l'écart
se révélerait en réalité trop grand entre l'idéal imaginé par les deux amoureux et les aspérités drôlatiques de leur nouveau quotidien. Nin avait aussi développé une intrigue issue de Carthage, le dernier roman de Joyce Carol Oates. Ses auditeurs avaient peut-être été également assez surpris par le caractère du personnage principal, une collégienne d'un milieu aisé, aimée par sa famille mais habitée par le mal. Elle faisait discrètement et habilement souffrir sa sœur aînée, qui perdait toute confiance en elle. Prochainement, au début du mois de mars, Nin s'inspirerait de Nord et Sud, de Elizabeth Gaskell. Le groupe découvrirait les débats intérieurs de Richard Hale, un pasteur qui abandonnerait sa région rurale, plaisante et confortable, pour une ville minière, pauvre et ouvrière. Cet époux et père de famille n'était plus sûr de ses convictions, ni de sa capacité à aider ses paroissiens à se rapprocher de Dieu. Son épouse ne supporterait pas leurs nouvelles conditions de vie, elle serait emportée par la maladie. Les auditeurs du lundi auraient également droit, inspirés du même roman et toujours sans en avoir conscience, à la description morale de la fille du pasteur, une jeune femme belle et vertueuse, sincère et profonde, à la vie spirituelle intense. Nin commencerait son récit par une première scène où la jeune fille serait seule, elle prierait et demanderait à Dieu de la soutenir dans sa foi en ses valeurs et ses certitudes profondes. Dans une deuxième scène, Nin la montrerait confrontée au patron d'une usine, qui serait également le propriétaire de leur logement. Margaret serait prête à lui dire la vérité telle qu'elle l'apercevait. Elle lui exprimerait par exemple, au risque de le fâcher, que les grèves pouvaient parfois être justifiées. Nin, dont l'apparence était lisse et conforme aux attentes du groupe, respectait les consignes. Elle irait jusqu'au bout de l'enseignement prodigué, mais elle n'imaginait pas comment ces différentes techniques pourraient intervenir dans sa propre écriture. Sa démarche se situait exactement à l'opposé de ses considérations. Nin décrivait la vie qui justement change peu, ou bien si peu, change-t-elle même en réalité et en profondeur. La question n'est pas déraisonnable alors que le principe d'un film repose sur la notion d'objectif et de désir. Nin nourrissait-elle des désirs? La réponse était négative. Elle avait conscience que sa vie était comparable à une vaste plaine plutôt sereine. Il lui semblait avoir atteint une forme de sagesse. La définition d'un objectif dans ces conditions lui aurait semblé artificielle. Nin accordait à son écriture une sorte de valeur morale. Si ces textes devaient s'éloigner de ce qu'elle-même percevait comme la vérité de sa vie, elle aurait l'impression de manquer de profondeur et de sincérité. Elle ne serait plus intéressée. Elle se sentait en décalage par rapport au groupe, actif, impliqué, confiant et avide d'acquérir des techniques éprouvées. Nin les trouvait bon public, voire un peu superficiels. Elle avait promis à Roland d'achever le cursus et elle parvenait ainsi, par ses lectures, à donner le change. S'il existe une seule chance, avait-elle dit à Roland, une seule, même sur 1 million, pour que, par l'intermédiaire de ces cours, je vive quelque chose, sait-on jamais, de l'ordre de l'illumination, et que je puisse alors intéresser le lecteur, plus qu'à l'heure actuelle. Tu penses, j'adorerais. Si donc cette chance existe, aussi infime soit-elle, bien sûr, dans ces conditions, je ne dois pas la manquer, et j'irai jusqu'au bout, pour me rendre compte. Nin continuait donc, en cette fin de mois de février, à participer fidèlement aux soirées du lundi. Elle y découvrait un langage et plus généralement un univers inconnu d'elle. L'animatrice leur confiait des anecdotes sur son métier de scénariste. Nin, dont la sensibilité était singulièrement différente, avait conscience de disposer là d'un poste d'observation original. Elle pensait jouer le jeu, sans rien laisser paraître de ses motivations réelles. Mais qu'en savait-elle au fond? Il n'était pas impossible que le groupe perçoive une évidente distance qui les séparait de cette petite femme prénommée Nin, attentive et discrète. Si tel était le cas, ce type de regard porté sur elle ne pouvait lui être très plaisant.
Et, quoi qu'il en soit et quelle qu'en soit la raison, elle éprouvait toujours une certaine difficulté le lundi en fin d'après-midi, dans le froid et à la tombée de la nuit, à prendre sa trottinette pour gagner la prochaine station de métro. Étant donné sa façon de vivre, courant d'une activité à l'autre, lisant ses amis, essayant d'améliorer ses propres textes, l'effort était conséquent pour elle d'interrompre le cours habituel de sa journée. Sa trottinette à ses côtés, elle passait l'heure qui suivait sur la ligne 9, elle se penchait sur son livre de chevet du moment ou sur des textes d'amis dont elle ferait ensuite un commentaire. Sa détermination ne devait pas flancher alors qu'elle rejoignait un groupe avec lequel elle pratiquait au fond une certaine dissimulation. La séance durait 3 heures, elle était suivie par 1 heure supplémentaire de métro, 5 heures par semaine, y compris les trajets aller et retour, consacrés à la question plus qu'énigmatique du scénario, étaient loin de représenter une mince affaire dans l'organisation de son temps. C'est ainsi que Nine émergeait du sous-sol parisien, place de Moncey. Chaque lundi soir, aux environs de 22h30, elle passait devant les colonnes du cours de Valbois, érigées au XVIIIe siècle, et célébrant à l'époque l'une des entrées royales de la ville. Arrivée là, elle portait son regard vers le dernier étage d'un bâtiment des années 20, là où vivait, dans un petit logement pratique et bien équipé, son fils aîné, son amie Delphine, ainsi que leur couple de gros et gras matous, d'impressionnants Maine Coon, arborant une volumineuse fourrure et dont l'un d'eux souffrait d'une timidité marquée. La silhouette de leur immeuble, modeste mais soigneusement entretenu, se dessinait sur le ciel noir de Paris. Ils avaient une belle vue sur les 2 colonnes surmontées des majestueuses statues de Philippe Auguste et de Saint-Louis. En été, de grands arbres déployaient leurs amples ramures vertes et feuillues. Ils vivaient là, ces 2 jeunes, qui entamaient tout juste le chemin de leur vie d'adultes. Nine traversait la place, elle apercevait leurs fenêtres éclairées, là-haut, sous les pans inclinés des toits. Elle se demandait ce qu'était devenu son amour pour son plus grand fils, maintenant qu'il n'habitait plus avec eux. Il ne dormait plus près d'elle, elle ne le croisait plus. Il ne la gênait plus, comme avant, incroyablement souvent. Habitué qu'il était, l'air de rien, ou sans s'en rendre compte, à lui demander service sur service. Elle ne subissait plus les contraintes du linge à nettoyer et des repas à préparer. Quel était donc son amour maintenant pour ce très grand garçon? La nuit était tombée, le boulevard était désert, les terrasses des cafés quasiment vides. Je pourrais mourir pour lui, se disait-elle, sans la moindre hésitation. Il suffit qu'il apparaisse, mon immense garçon, il est grand, plus grand que tous les jeunes autour de lui. Qu'il apparaisse donc, qu'il passe à la maison par exemple, et alors, quand je l'aperçois ainsi, sans même lui parler, mon cœur bondit dans ma poitrine, un éclat de joie me traverse, moi qui la cherche justement cette joie, sans réel succès, la tâche est si dure. Alors il est possible qu'à l'avenir, je ne le rencontre, mon grand garçon, qu'assez rarement. Aujourd'hui, par exemple, je ne l'ai pas vu, pas plus que ces derniers jours, il n'est pas passé dimanche soir. Mais est-ce donc bien grave? Non, pas vraiment. Il est dans mon cœur, si près de moi malgré tout. C'est peut-être cela, l'amour spirituel d'une autre nature. On peut être loin, mais sentir à l'intérieur cette présence de l'amour, nette, précise, solide, certaine, en soi-même. Nine trottinait, elle rejoignait son mari et son 2e garçon qui, bien sagement, n'avait pas quitté la maison. Nine n'avait pas oublié avant son départ de préparer leur assiette pour le dîner, une condition nécessaire à sa sortie du lundi. Son cher époux était tout à fait prêt à la laisser vagabonder autant qu'elle le souhaitait parmi toutes les réunions littéraires possibles et imaginables, mais un certain nombre de règles devaient être respectées. L'une d'entre elles, absolument incontournable, était de procurer à son fils, ce soir-là, de quoi se sustenter aussi aisément que rapidement. Nine roulait doucement, elle dépassait dans le silence de la nuit la pharmacie, l'agence d'intérim, et la boutique du petit couturier algérien dont la lumière filtrait encore à cette heure avancée. L'amour, se disait-elle, existe, il existera, irréductible, quel que soit l'endroit habité par Marc. Derrière la porte voisine,
ou par-delà les plus lointains océans. Improviste. Nina mentionnait moins son deuxième fils dans ses écrits. Elle l'aimait cependant tout autant. Mais il vivait encore près d'elle, sous le même toit. Elle connaîtrait peut-être un jour une séparation physique d'avec lui également, et elle éprouverait les mêmes sentiments. Pour le moment, il était là, et elle profitait du bonheur présent. Il lui demandait le café le matin, il regardait des matchs de foot dans le salon avec son père, non loin de sa mère. Oh oh, disait-il, je vais partir de cette maison, ça ne va pas tarder. Propos qu'il démentait dans l'instant en expliquant qu'il blaguait. Nin savait alors qu'il exprimait justement exactement le contraire. Pas d'inquiétude, maman, voulait-il dire. Je suis bien ici, je me plais avec vous. Ils parlaient tous les deux à l'improviste, discrètement, s'asseyant parfois quelques minutes sur le canapé de l'entrée quand ils s'y croisaient. Ils parlaient d'Internet, de suicide, de Manou, sa grand-mère paternelle qui était envahie chaque jour davantage par des préoccupations pathologiques relatives à sa propre santé. Ils parlaient d'astrologie, d'astronomie, de Marc, de la maison familiale à Champs-les-Vignes, à une trentaine de kilomètres de Paris. Marc et Delphine choisirait-il au moins en partie d'y habiter? Nine aimait son fils, elle savourait ces précieux instants de bonheur. Santé et salpêtrière. Nine interrompait, d'un moment à l'autre, la course du lundi par la trottinette, le métro et l'écoute de diverses considérations scénaristiques. Le coup d'arrêt s'imposait au sein de ces jours dont on a évoqué déjà les nombreuses activités. On a souligné sa vigilance le week-end afin que sa vie avec Roland garde du sens. Elle devait réussir à lui parler. Ils allaient en conséquence au restaurant. Une autre obligation les occupait une partie du samedi, incontournable lorsqu'ils étaient à Paris. Ils allaient voir Marcel, le père de Roland, qui habitait une maison de retraite depuis bientôt 2 ans. Roland et Nine avaient donc renoué, dès le retour de Kerbian, à l'automne 2016, avec leur visite du week-end, aussi rituelle que leurs séances au restaurant, aussi régulières que le mouvement d'un balancier d'horloge au cœur d'une traditionnelle région de campagne. Marcel avait enfin quitté son appartement. Parvenir à cette nouvelle situation n'avait pas été simple. Émilie, la sœur de Roland, s'y était farouchement opposée. Il lui avait été facile d'inspirer à sa mère un sentiment de culpabilité, alors que celle-ci, au fond d'elle-même, désirait l'éloignement de son mari. Marcel, dépendant, incontinent et dépourvu de toute conscience, avait atteint l'une des dernières phases de la maladie d'Alzheimer. Manou ne supportait pas cette cohabitation en dépit du soutien logistique des multiples infirmiers, infirmières et auxiliaires de vie prévus en ce cas, et en dépit également de la présence quasi permanente de sa femme de ménage qui s'était transformée dans les faits en garde-malade. Manou ne pouvait cependant que difficilement en faire l'aveu explicite. Elle tombait fréquemment malade, physiquement et moralement. Elle multipliait les séjours à l'hôpital pour raisons somatiques et psychiques, jusqu'au moment où la décision fut prise, sans réel choix possible. Cette conclusion s'imposa lorsque Linette, la femme de ménage garde-malade, partit au Cameroun, son pays d'origine, pour de conséquentes vacances bien méritées. Angoisse et panique envahirent le quotidien de l'appartement, boulevard de Tessier, au-dessus de celui de Roland et Nine. Ces crispations se répercutèrent par vagues répétées en de multiples préoccupations qui envahirent l'esprit des 3 enfants, Clément, Roman et Émilie, en première ligne à ce moment-là.
Ce fut ainsi que Marcel se retrouva logé, cette fois-ci sans plus de tergiversation, dans un endroit spécialisé haut de gamme et coûteux. Il était en définitive probablement aussi heureux là-bas, dans la mesure où l'on peut employer ce terme pour une personne partie vers d'aussi lointaines contrées. Les équipes de la résidence étaient organisées, douces, professionnelles et compétentes, sans doute plus adaptées au mode de vie de Marcel que ne l'avait été l'organisation précédente, boulevard de Tessier, et qui s'était trouvée, dans tous les cas, source de tension. Il n'était pas impossible que Marcel perçoive de temps à autre et à sa façon ces diverses irritations et contrariétés évidentes aux yeux de Nine. Manou put, dès lors, mettre fin à ses multiples séjours dans divers hôpitaux parisiens. Elle vécut plus paisiblement chez elle, sans être pour autant libérée d'un désagréable sentiment enfoui en elle de culpabilité. Le regard de sa fille demeurait posé sur elle, et elle prit fermement en charge, sans tarder et à distance, la supervision d'ensemble de la vie de son mari. Elle ne l'abandonnait bien évidemment pas, se disait-elle, et elle était capable d'en faire la démonstration à qui était en situation de l'observer, tout particulièrement sa fille. Elle allait le voir en taxi, 1 à 2 fois par semaine. Madame Linette, l'ex-femme de ménage garde-malade de son époux, le visitait également en métro et selon la même fréquence. Elle rendait ensuite compte à Manou de sa rencontre avec Marcel. Émilie empruntait elle aussi régulièrement le chemin du 13e arrondissement. Roland prenait le temps de voir son père le samedi après-midi. Nine avait rapidement compris combien il était affecté lorsqu'il pénétrait, seul au début, dans la partie la plus sécurisée de l'établissement. Son père, chétif, lui apparaissait totalement absent ou anéanti, ainsi qu'il semblait aux yeux de toute personne pourvue d'un niveau de conscience et de rationalité usuellement qualifié de normal. Nin l'avait imaginé, seul, avec son père, ne sachant comment être avec lui, ni quoi lui dire. Roland revenait plus silencieux encore que d'habitude. Dès qu'elle prit conscience de sa souffrance, Nine l'accompagna chaque semaine rue de la Glacière, après leur déjeuner au restaurant. Elle espérait alléger un peu sa tristesse. Elle lui parlait, elle commentait leur future visite sur le chemin à l'aller, alors qu'ils empruntaient la ligne 6 vers la station Saint-Jacques. Elle commentait leur récente visite au retour, dans le métro encore, sur la même ligne. Elle tentait à sa façon et comme elle le pouvait de donner du sens, avec des mots, à la tragédie de la vie, parfois apparemment si peu supportable. Au moins Roland, pendant ces quelques instants où il se consacrait à son père, n'était-il pas complètement seul au monde? Roland et Nine avaient le sentiment qu'ils sacrifiaient à leur rituel aller-retour du samedi, sans doute davantage pour Manou que pour Marcel lui-même. Manou collectait l'information le concernant. Elle savait précisément combien de fois et par qui il était régulièrement visité. Elle distribuait à sa façon les rôles à chacun, en général d'armée qui lutte contre la débandade, la déliquescence ou l'anéantissement de toute une vie qui fut organisée, protégée et privilégiée et qui, soudain, se trouve confrontée au désordre et à l'affaiblissement dû à la maladie. Manou menait le combat contre la faim qui approchait à grands pas, insidieusement et irrémédiablement. Chacun jouait sa partition. Avec elle-même, lui plaisait-il de penser, comme chef de chœur. Il ne serait pas dit que l'on s'était orienté, dans cette famille aisée et aimante, vers l'abandon du patriarche. Marcel ne vivait plus avec elle, mais elle continuait à se sentir investie de sa mission conjugale. Elle soutenait son mari avec courage, elle faisait face à ses devoirs incontournables devant un époux qui déclinait.
Elle orchestrait ses propres visites et celles de Linette, elle était informée de celles d'Émilie, et Roland n'omettait jamais de lui faire un récit détaillé de l'état de son père là-bas, dans cette institution à proximité de la prison de la Santé et de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les visites de Roland avaient leur importance dans l'esprit de Manon. Quant à Marcel, il ne paraissait plus avoir conscience de son environnement. Il n'en demeurait pas moins que le spectacle de cet homme qui ne faisait plus partie du cercle des vivants sachant communiquer était infiniment affligeant. Un jour du mois d'octobre, Nine était avec Roland dans la salle commune où l'on accédait après avoir franchi nombre de portes parfaitement verrouillées à l'aide de codes inaccessibles aux résidents de ce service hautement surveillé. Marcel semblait malheureux. Nine l'avait connu alors qu'il approchait 70 ans, et elle avait toujours eu le sentiment que le père de son mari supportait, en son âme et en son cœur, un poids douloureux. Peut-être avait-il été un jeune adolescent, un jeune époux, un jeune père, joyeux et optimiste, ouvert et souriant, mais elle l'avait pour sa part régulièrement vu, camper sur ses opinions personnelles, sévère, figé et peu susceptible d'évoluer. Il lui paraissait exclusivement intéressé par ses enfants et ses petits-enfants. Nine le sentait profond, tourmenté et souffrant. Une évidente satisfaction l'habitait quand la famille entière se trouvait réunie pour de longues heures autour d'une table luxueusement achalandée en nourriture choisie. Ces moments-là étaient loin d'être ceux que Nine préférait. Elle le voyait, cet après-midi-là, de l'automne 2016, encore de leur côté, du côté des vivants, pourvu d'un organisme solide et énergique à sa façon, qui demeurait à chaque seconde qui passait sur cette terre sur le versant du monde concret et matériel, là où le sang coule dans les veines, où le cœur bat régulièrement et sans flancher, là où les poumons s'emplissent à chaque respiration d'oxygène pour que la vie subsiste, son corps était présent, affirmant à chaque instant son puissant désir de vivre alors que le malheur se lisait sur son visage. Nine en fut affligée. Cette vie-là, se dit-elle, souffrante et sans plus de joie, doit être terrible. Elle revint avec Roland par la ligne 6 du métro. Elle resta silencieuse cette fois-ci. Il était 18h30 lorsqu'elle sortit du métro place Daumesnil. Une messe allait commencer dans l'église proche de leur appartement. Je ne vais pas rentrer tout de suite, dit-elle à Roland. Je vais aller à la messe. Tu veux venir avec moi? Roland, surpris par sa proposition, ne l'avait pas accompagnée. Elle était allée à l'église et elle avait parlé ensuite à Roland au plus vite, à la première occasion où ils purent avoir ensemble une vraie conversation, c'est-à-dire le lendemain à l'heure du déjeuner autour d'une table de restaurant. Je trouve cela trop dur pour ton père, lui avait-elle dit. A-t-il mérité franchement de vivre de cette façon, simplement parce que son corps s'agrippe, s'accroche sans relâche au fil de l'existence? Où est-il, lui, ton père, en ce moment, en réalité? Je trouve que c'est trop, trop long. Il suffit de s'imaginer ne serait-ce qu'un moment à sa place, et que puis-je faire? Rien, bien évidemment, mais je vais aller à la messe, aussi souvent que je pourrai, et je prierai. Roland avait compris. Nine prierait, que son âme enfin se libère de son corps. Elle avait fait ainsi. Elle était allée à la messe tous les dimanches. Roland l'accompagnait. Elle pensait à Marcel. Elle avait entamé au début du mois d'octobre cette démarche de recueillement pour son beau-père. Et, à la fin de ce mois, Roland les quittait pour un plus grand apaisement. Nine l'espérait. Elle le supposait. Insidieux. Nine appréciait de rêver de temps à autre. Elle adorait, lorsqu'il lui arrivait parfois, de conter à Roland certaines réjouissantes perspectives d'avenir. Elle avait éprouvé cette plaisante sensation en janvier, au retour de Chamonix. Elle déjeunait avec lui sur la terrasse du Duplessis, un samedi ou un dimanche.
Ils étaient probablement arrivés ce jour-là au restaurant à une heure à peu près normale, un point trop tard dans l'après-midi. Ils occupaient en effet une table sur la terrasse, la salle à l'intérieur devait être bondée, sans une place disponible pour de nouveaux clients. Les mois précédents, tant que Simon n'avait pas encore passé ses examens, en septembre et en octobre, au retour de Kerbillan, il sortait rarement avant 16 ou 17 heures. Le père et le fils donnaient la priorité au travail. Ils s'installaient dans la grande salle, attentivement surveillés par leur fidèle cocker. Ensuite seulement, une fois terminée la séance de révision, Simon, soulagé de voir les parents prendre le large, pouvait enfin savourer quelques instants de calme. À cette époque-là, Roland et Nine gagnaient le restaurant après l'affluence du milieu de journée. Peu importait à Nine qu'il n'aille déjeuner qu'en fin d'après-midi. L'essentiel était qu'ils s'accordent tous deux assez de temps pour réussir à parler pendant le week-end. Nine supposait que ce moment précis, dont elle se souvenait, optimiste et joyeux, avait bien eu lieu en janvier. La période des examens devait être passée, puisqu'ils avaient été contraints, en cette heure de forte fréquentation, de s'attabler sur la terrasse en dépit du froid ambiant. Nine préférait dans tous les cas déjeuner en cet endroit abrité par un léger toit de toile plutôt que d'être servie à l'intérieur. Elle glissait toujours par précaution quelques damarres dans son gros sac à main. Elle apercevait ainsi le ciel et la vaste surface de la place de Moncey, belle et aérée du côté des colonnes de Valbois. Elle n'était pas mécontente d'éviter la salle, enfermée et dépourvue de fenêtres derrière le bar. Celle-ci ressemblait à une cave dont l'atmosphère évoquait celle d'une terne maison de retraite. La moyenne d'âge des clients, nombreux à l'heure du déjeuner, attablés dans l'un des plus luxueux restaurants du quartier, atteignait en effet de non négligeables altitudes. Sur la terrasse, les consommateurs, plus jeunes, des fumeurs le plus souvent se contentaient pour la plupart de prendre un verre. Nine proposait, quand la salle confinée était emplie de sages clients aux cheveux grisonnants, de prendre la direction de la terrasse dont le style se distinguait nettement de celui des bourgeois à l'allure compassée commodément installés dans la salle aveugle du restaurant. Mais en hiver, Roland préférait par principe l'intérieur. Il évoquait des températures trop basses pour tenter une telle originalité, alors que de puissants appareils électriques diffusaient une bonne chaleur autour des tables. Il n'acceptait pas davantage, en vertu d'un autre principe personnel, de devoir enfiler pour déjeuner l'un des damarres de Nine dont elle avait pourtant pris soin de choisir la taille maximale afin qu'il soit susceptible justement de convenir en cas de besoin à chacun dans la famille. Ce jour-là, attablé à l'extérieur du restaurant, à une heure donc de grande affluence, devait en conséquence bien se situer en janvier, à l'époque où Roland avait temporairement lâché la bride des révisions. Nine avait partiellement oublié le début de leur conversation. Mais Roland avait très probablement entamé l'habituelle antienne de ses inquiétudes relatives à l'avenir de Simon, dont l'issue des examens n'avait certes pas été des plus mirobolantes. Simon n'a pas de chance, avait-il dû plus ou moins cette fois encore lui rappeler. Bien moins que son frère, je ne suis plus qu'un vieux père, incapable de l'aider correctement, et voilà le résultat. La vie est dure vraiment, ce n'est pas drôle de prendre de l'âge, d'être moins lucide, moins réactif, moins à l'écoute, moins énergique. Je ne le soutiens plus comme je le devrais. Nine avait écouté cette triste chanson dont elle connaissait parfaitement la musique, le refrain
ainsi que l'ensemble des couplets. Lui dire qu'il n'avait pas changé et qu'il avait à coup sûr aidé son fils comme à l'accoutumée, mais que la vie n'était tout simplement pas comparable à une traversée du Texas sur une large et plate autoroute, ne servait de rien. Il était convaincu d'être devenu un vieux, inapte et inutile. La discussion était close. Mais attends donc, lui avait-elle cependant hardiment répondu. Attends, ne crois-tu pas que l'on pourrait éventuellement raconter cette histoire, l'histoire de Simon, d'une autre façon? Écoute-moi donc, accorde-moi un peu d'attention. Et essaie, s'il te plaît, de temps en temps, de te faire un peu de bien. Elle commença par lui dire qu'un événement sans doute non négligeable intervenait peut-être dans la vie de Simon en ce moment justement. Le stage qu'il entamait, d'une durée de 3 mois, dans un cabinet d'expertise comptable, témoignait, il l'avait déjà remarqué, d'un progrès considérable par rapport à son expérience précédente. Tu te souviens, lui disait-elle, de son dernier stage, avec ce patron qui engrangeait les bénéfices, qui affichait un luxe ostentatoire, avec des salariés qui travaillaient dans une mauvaise ambiance, une chinoise, nous avait-il dit, lui donnait des ordres, avec un accent terrible, il la comprenait à peine, elle était étriquée, elle flattait les chefs, mais elle était dure avec les collègues de son niveau et odieuse avec ses inférieurs, qui n'étaient en l'occurrence que d'humbles stagiaires. Simon, lui, était à peu près capable de se défendre. Elle ne devait pas exagérer, il manifestait son irritation quand elle dépassait les bornes, par sa malveillance, par trop évidente. Tout s'accumulait les heures de présence. Et il était de bon ton que lui aussi ne quitte les bureaux qu'après la fin officielle de sa journée, et madame la chinoise lui faisait remarquer qu'il était payé 4 € de l'heure, le tarif défini pour les stagiaires étudiants. La délicatesse ne l'embarrassait pas, mais par contre, il ne réussissait pas à comprendre comment un jeune, un peu plus jeune que lui, un alternant, dont la durée du stage dépassait la sienne, il y restait 1 an. Il ne comprenait pas comment il supportait son agressivité. Il y avait un autre salarié aussi, d'une trentaine d'années, dans le bureau de Simon, sérieux, travailleur. Lui aussi souffrait de l'attitude de madame Ying, amère, irascible, insensible, à peine compréhensible quand elle parlait. Mais il acceptait. Cet homme lui semblait triste. Le patron du cabinet soupçonneux le surveillait sans cesse. Il emportait des dossiers pour travailler chez lui. Et lui ne quitterait pas l'entreprise comme Simon quelques semaines plus tard. Il resterait encore 1 an ou 2, peut-être même plus longtemps. Il n'avait pas le choix, disait-il, pour le cursus ensuite qu'il présenterait de ses différents emplois. Tous étaient débordés. Ils n'avaient pas de distance, pas de recul par rapport à leur travail. Et il n'était pas question, tu peux l'imaginer, que l'on explique quoi que ce soit à Simon. Il n'avait droit à aucun développement de fonds, mais à des travaux répétitifs et ennuyeux, qui ne lui apprenaient rien. Il lui arrivait même de ne pas avoir de travail, il était en panne, car c'était presque cocasse, ses équipements hyper modernes et performants produisaient des bugs informatiques qui empêchaient de travailler, et lui, comme il était stagiaire, n'avait pas d'autres dossiers en réserve qu'il aurait pu étudier. Il se retrouvait inactif. Je lui ai récemment demandé ces derniers jours, maintenant qu'il est dans un autre cabinet. Je lui ai demandé s'il n'avait jamais eu l'idée d'ouvrir un livre. Il m'a répondu que non, il ne le sentait pas ainsi. J'ai eu de la peine pour lui. Son frère, quand il était chez l'Idéal, il est vrai que c'était son premier stage de première année d'études après le bac, et dans une bonne ambiance, chez le mari, expert comptable de l'une de mes amies. Marc, donc, m'avait dit qu'il pouvait ouvrir un livre, sans problème si le travail manquait. Simon comprenait mal. L'ambiance n'était pas bonne, mais il n'en fallait rien dire, et même au contraire, faire mine d'afficher une apparente satisfaction, alors que les gens normaux, disait-il, ceux qui n'étaient pas hystériques ou jaloux, agressifs, carriéristes, comme madame Ying, un spécimen en son genre, eh bien ces gens-là, c'était évident, étaient malheureux. Ils n'avaient que peu à se dire, et malgré tout, ils restaient ensemble. Toujours. À midi, par exemple, midi tapante. Simon était surpris que la pause ait lieu si tôt, alors que l'après-midi ensuite passait si lentement. Ils se retrouvaient donc à cette heure précise pour déjeuner ensemble dans une petite pièce,
et l'on devait sortir avant, acheter son petit sandwich, ou bien avoir apporté son encas personnel dans une petite boîte. Et l'on s'attendait et l'on mangeait. Les échanges étaient forcés, poussifs. Simon ne connaissait pas leur vie, mais les conversations franchement plus ennuyeuses, c'était impossible. Ils parlaient d'argent, de compte en banque, d'achat, en 20 minutes c'était bouclé, alors qu'une heure était autorisée, en théorie, pour le déjeuner. Et donc, comme chacun imitait ou surveillait chacun, ils se retrouvaient, après cette petite demi-heure, dans leur bureau. Chacun passait son temps à attendre les autres, les dossiers étaient difficiles, les données de base informes. Le patron acceptait tous les clients dès lors qu'eux-mêmes acceptaient les tarifs. L'argent qui entrait dans le cabinet était l'unique critère qui comptait et le travail, c'était inévitable, était bâclé. Du côté de la production comptable, des bilans, des comptes de résultats, des bulletins de salaire élaborés par le cabinet, c'était normal, les états chiffrés étaient produits comme ils devaient l'être. Mais les travaux de commissariat aux comptes dont le but est le contrôle, c'était autre chose. Comment savoir en fait si une entreprise est bien ou mal contrôlée? Simon n'en revenait pas. Ils utilisaient un logiciel de contrôle soi-disant qui rapprochait des informations chiffrées, mais d'après lui, ce contrôle ou rien, c'était la même chose. Plutôt scandaleux en fait. Et madame l'épouse du chef, une avocate d'affaires, avait son bureau tout près, au-dessus du cabinet de son mari, un bureau magnifique, aussi somptueux et rutilant que ceux de la comptabilité. C'était pratique. Quand les clients du patron avaient besoin d'un conseil juridique, il les envoyait chez sa femme. Ainsi vois-tu, son expérience pendant 3 mois n'a pas été très concluante, peu formatrice, pauvre humainement, mais malgré tout, il a découvert un aspect de la réalité, qui est certes loin d'être le plus joyeux de l'existence, il n'a pas eu le choix, et maintenant il sait, ça existe, ce genre de mentalité. Mais ce sera différent cette fois-ci, il m'a parlé de son nouveau stage. Il s'y sent bien, les gens sont simples. Il travaille depuis longtemps dans l'entreprise, sérieusement. Il n'y a pas de frime. L'ambiance est plus calme, on lui explique qu'il a des dossiers normaux. Ses impressions, peut-être, ne dureront pas, mais peut-être que oui, on ne sait pas. Il aurait été triste dans tous les cas qu'il accumule les mauvaises expériences. Il a eu droit l'année dernière à une bonne piqûre de réalité d'un certain genre, qu'il vaut mieux éviter dans la mesure du possible. Il en connaîtra une autre, plus constructive pour l'avenir. C'est important à mon avis, tu ne crois pas? Mais je suis d'accord, les examens ont posé problème. Rien n'est perdu. Il devrait pouvoir rattraper cette année ses points de retard. Et franchement, du côté des stages, on peut se réjouir. Nine lui avait raconté l'histoire autrement. Elle avait mis en évidence une amélioration dans la vie de Simon. Cette minuscule touche d'optimiste ne changerait sans doute pas l'état d'esprit de Roland, mais Nine avait eu, malgré tout, l'impression, à son faible niveau, de lutter, et même si le succès était peu probable, de tenter d'amender, très modérément, et quoi qu'il en soit pour une courte durée, son approche de l'existence. Connaît-on au fond toutes les conséquences de nos actes? Si l'on accumule de modestes gouttelettes de temps présent, un peu plus douces, un peu plus favorables, de façon infime, ne dépose-t-on pas ainsi autour de soi de discrètes parcelles de progrès qui, à petite dose, finissent par avoir une certaine influence sur le monde? Des gouttelettes de temps présent, plaisantes à vivre, ont quelque chance de préparer un avenir plutôt souriant, alors que du malheur réitéré, comment imaginer franchement qu'il annonce un futur bonheur? Nine avait eu le sentiment qu'un vrai danger les avait menacés sur le moment, lorsque Roland lui avait dit ses tristes pensées. Il les avait dévoilées, lui qui, par nature, était si peu expansif, ses paroles avaient du poids, ses propos pessimistes l'avaient affecté. Elle aurait aisément pu être entraînée à sa suite dans de sombres territoires. Elle avait éprouvé qu'elle devait agir de toute urgence. La panique avait tenté une incursion, capable de saccager le bon moment qu'ils s'apprêtaient à passer ensemble. Mais oui, tout est perdu, la vie est affreuse. Aurait-elle pu se dire, et même, peut-être, se l'était-elle effectivement dit, le temps d'une très minuscule fraction de seconde? Ni n'aurait pu s'engouffrer dans le tunnel du désespoir, et une fois enfermée en ce détestable lieu, elle n'aurait plus été capable d'agir, elle n'aurait rien su lui répondre, il lui était vain de lui opposer son propre désaccord abstrait et théorique.
Roland lui répétait ses convictions depuis assez longtemps, mais elle avait réussi à souligner des améliorations concrètes et indiscutables dans la vie de Simon. Elle avait trouvé in extremis des paroles bénéfiques qui, ajoutées à d'autres éventuels futurs micro-événements, pourraient avoir à terme un effet positif et n'être point si négligeable. Elle avait eu le sentiment d'avoir éloigné pour un temps un risque conséquent et tenace. Un coin de balcon. Nine ne désespérait pas. Elle s'efforçait à sa façon d'opposer à son mari une vision plus légère de l'existence, et une évolution vers un peu plus de joie s'inscrirait peut-être un jour en lui. Elle se montrait également active envers Léna, une amie roumaine qu'elle connaissait depuis 2 ans. Léna avait souffert enfant d'un manque d'amour de la part de ses parents. Son fils unique, de 27 ans, habitait l'Espagne. Il avait 14 ans lorsque son mari, dont elle était séparée, le lui avait enlevé. Le jeune homme refusait désormais tout contact avec sa mère. Léna craignait la misère. Elle affirmait que sa future retraite ne dépasserait pas l'inconcevable somme de 400 € par mois. Sa sensibilité exacerbée lui était une perpétuelle source de souffrance. Elle aurait voulu disposer de revenus financiers confortables, elle rêvait d'un métier qui l'aurait intéressée, alors qu'elle haïssait son travail à la SNCF. Elle n'avait pas supporté la vie solitaire qu'elle avait longtemps menée. Elle habitait depuis peu avec un ami de jeunesse. Internet avait rendu possible leur très improbable retrouvaille après des dizaines d'années pendant lesquelles ils s'étaient perdus de vue. Entre eux, les incompréhensions et les disputes étaient incessantes. Léna observait les vies autour d'elle, qui toutes lui paraissaient préférables à la sienne. L'envie, teintée d'un amer sentiment d'injustice, distillait en elle son insidieux poison. Elle saturait le répondeur de Nine avec le récit de ses jours, fait de blessures constamment ravivées. Nine avait lu ses 2 premiers romans autobiographiques qui exprimaient, du début à la fin, une douleur à fleur de peau. Elle avait ensuite lu le livre de son enfance, magnifique, profond et vibrant, qui dévoilait ses origines et la raison de ses intenses souffrances. Encouragée par Nine, elle venait d'auto-éditer un recueil de poésie qu'elle avait écrit en participant à son atelier hebdomadaire, sur place tout d'abord près du Forum des Halles, puis à distance grâce aux mails et aux messages vocaux. Nine la soutenait comme une sœur aimée, par messagerie orale interposée. Je ne comprends pas, lui disait Léna. Personne ne s'est jamais montré aussi généreux envers moi. Quel dommage, lui répondait Nine, j'ai croisé des amis qui m'ont aidé en profondeur. Je me fourvoyais, je n'y voyais pas clair. Nine essayait de lui insuffler un peu de confiance et plus de joie face aux surprises de l'existence. Elle n'avait cependant pas grand espoir. Léna réussirait-elle un jour à parcourir un sentier plus paisible? Lorsque l'on avait réussi, comme elle, pensait Nine, à survivre jusqu'à l'âge de 57 ans, en dépit de si lourds tourments toujours réitérés, l'on avait fort probablement acquis une façon d'être, faite d'habitudes et de réflexes profondément enracinés. Léna ne changerait sans doute pas. Et pourtant, Nine agissait, patiemment, comme si son amie pouvait gagner en détente, en lucidité et en sourire. Toutes deux cheminaient en parallèle sur la route de la vie, elles se donnaient la main. Quand Léna traversait l'une de ces fréquentes crises d'angoisse aggravées d'accès nerveux incontrôlés, elle appelait Nine. Elle déposait sur son répondeur de pléthoriques lettres orales. Léna connaissait alors un bref soulagement, elle se sentait moins seule. Nine l'écoutait dès qu'elle le pouvait. Elle lui répondait par la même méthode, des messages vocaux. Elle tentait de desserrer l'étreinte qui la piégeait dans une étroite prison de plaintes et de récriminations. Nine avait ajouté, par cette succincte évocation de Léna, la dernière touche au tableau de sa vie tel qu'il lui apparaissait après son retour de Chamonix.
Elle refermait ainsi la fenêtre sur le cours ininterrompu de ses jours. La réouvrirait-elle plus tard? Reprendrait-elle son cahier, son stylo? Peindre le paysage du moment lui était nécessaire, tout autant que l'était la lumière du soleil, qui chaque matin se montrait du côté de la porte de Vincennes. Ces rayons éclairaient, quand le ciel était limpide, un minuscule coin de son balcon. Des enfants couraient en contrebas sur le boulevard de Tessier, vers le Ventail de l'école voisine. L'ombre venait ensuite projetée par les immeubles alentours. Le retour quotidien du jour était vital, comme une respiration.